Salut, ici Maps, c'est l'heure de se parler de mes lectures du mois de septembre. Ma première lecture pour le mois de septembre a été le livre Recrue de Samuel Champagne. Il ne me reste qu'un seul livre de cet auteur pour avoir tout lu ce qu'il a publié. En fait, ce qui est très drôle avec Recrue, c'est que c'est son premier livre publié et c'est un des derniers que je lis. J'ai eu un petit peu peur lorsque je me suis rendu compte de tout ça, que je remarque à quel point sa plume était débutante à l'époque, mais vraiment pas du tout. Recrue, c'est l'histoire de Maxence et Thomas. Donc, Maxence habitait en Angleterre, il déménage au Québec. En Angleterre, il était vraiment out. Il avait déjà dit à sa famille, à ses amis qu'il était homosexuel. Il était dans plusieurs groupes LGBTQ+, avec différentes alliances. Il y avait vraiment pas de problème. Il était fier, il était out. Tout allait bien. Il n'y avait pas nécessairement eu de relations intimes, il n'y a pas eu nécessairement de copains à l'époque, mais au niveau de son acceptation, de son identité, ça y était. Et il déménage au Québec et là, c'est comme un peu différent, c'est une nouvelle vie, il n'y a plus son cercle de protection, il sait plus trop comment se sentir par rapport à ça. Et il entend aussi beaucoup de commentaires homophobes autour de lui lorsqu'il arrive au secondaire, donc ça lui donne comme pas vraiment envie de se dévoiler. Maxence va rencontrer Thomas, donc Thomas est au même secondaire que Maxence, et Thomas, lui, ben, c'est la risée de l'école secondaire, il y a personne qui se tient avec lui, et les gens l'étiquettent comme le gay de l'école, ils ont beaucoup de propos homophobes face à lui. Lui, il a jamais dévoilé quoi que ce soit. Ils ont décidé simplement qu'elle allait être gay parce que il fait de la danse. Donc, ça va être la rencontre entre ces deux garçons-là qui ont, ma foi, des parcours différents. C'est une romance parce que Samuel Champagne aime nous écrire des romances et c'est tout simplement succulent. L'écriture de Samuel Champagne, ça se lit super bien, ça se dévore, on embarque, on est investi. Les deux personnages sont différents, puis on tombe en amour avec leur relation amoureuse, avec les balbutiements, ça se fait tout doucement. C'est sûr qu'il y a forcément des embûches à leur relation, entre autres le fait que les deux vont devoir se dévoiler devant leur école secondaire s'ils veulent sortir ensemble. Au début, est-ce qu'on se cache? Mais forcément, on peut pas rester caché toute une vie. Il y a toujours des gens qui savent, des gens moins bien intentionnés. Je vous dirais que l'épreuve de la fin, c'est probablement une des plus clichés, une de celles qui me plaisent un petit peu moins. Donc c'est peut-être là la seule chose que je pourrais dire qu'on voit que c'était son premier roman. Si je compare à Antonin ou si je compare à ses romans les plus récents, on n'est plus dans ce type d'épreuve-là aujourd'hui dans ses romans les plus récents, mais je peux comprendre qu'il voulait l'explorer parce qu'il l'avait jamais faite, vu que c'est son premier roman. C'est une romance que j'ai vraiment adorée. J'ai lu ça super rapidement. Une autre belle histoire d'amour avec laquelle je suis tombée amoureuse moi-même. J'ai terminé la série Princesse Promise de Naomi Choret. Ici, le 4e tome, La Rose et son destin. Je vous ai parlé le mois dernier justement du tome 3, donc là j'ai terminé la série avec le tome 4. On dirait que je fais juste me répéter avec cette série-là parce que ça fait plusieurs fois que je vous en parle. C'est l'histoire de Mila Rose qui vient du royaume Trévion et Nathan de Chandler. Ils se côtoient à chaque été et ils vont découvrir dans le premier tome qu'en fait ils sont fiancés puis ça fait pas leur affaire. Donc ça c'est le premier tome et puis on va complètement ailleurs dans le deuxième, on continue ça dans le troisième et ben on termine tout ça dans le 4e. Qu'est-ce que j'ai pensé du 4e tome? Je vous avouerai que j'étais assez surprise tout au long de ma lecture de cette série-là parce que j'ai souvent des patterns. Le premier tome, c'est souvent celui que j'aime le plus. J'ai tendance à être déçue du deuxième, puis à être correct par rapport à la suite. Mais dans cette série-là, c'était que des victoires. J'avais bien aimé le premier, le deuxième, j'étais vraiment impressionnée et j'avais beaucoup d'admiration pour ce qui s'était passé dans le troisième aussi. Donc, j'étais un peu flabbergastée par le fait à quel point j'appréciais cette série-là. J'avais pas grand défaut à y
dire. J'avais pas grande chose à y reprocher et ma foi, c'était quand même un sentiment assez incroyable que je ne vis pas souvent avec des séries. Je dois vous dire que le 4e tome, ça a été lui que j'ai le moins préféré. Ça s'explique pour plusieurs choses, mais je vous dirais que on a su, Naomi s'en cache pas, l'autrice elle l'a dit, que le 3e tome a été séparé en 2 tomes parce qu'elle avait beaucoup de choses à écrire, beaucoup de choses à dire pour terminer sa série. Et à la fin du 3e tome, il s'est passé un petit quelque chose à la toute fin. Puis là, j'étais comme, oh, je sais pas à quoi ça va servir. C'est une nouvelle information qui me semble pas nécessaire. J'étais pas certaine de la fin du 3e. J'avais hâte de savoir ce qui allait se passer avec tout ça dans le 4e. J'étais pas vendue. J'avais beaucoup aimé le 3e tome, mais de la toute fin, j'étais pas vendue. Donc, le 4e tome, ça a commencé, puis je vous dirais qu'un bon 200 pages, 150-200 pages, les premières, là, il se passe pas grand-chose, il y a beaucoup de discussions, de réconciliations, et j'avais l'impression qu'on en beurrait un petit peu trop épais. Là où on essayait d'être efficace parce qu'on a un certain nombre de mots qu'on peut avoir dans un tome, dans les premiers tomes, mais là j'avais l'impression qu'on avait besoin d'étirer un petit peu la sauce pour en faire un 4e tome de ce nombre de pages-là. Donc j'avais l'impression que ça s'étirait beaucoup, qu'on aurait pu sauter ces réconciliations-là, que ça venait un petit peu de facto, puis j'avais même l'impression que ça devenait un petit peu surjoué, dans le sens que les personnages, là, comme en beurraient vraiment épais, puis des jeunes adultes là, se prenaient vraiment pour des adultes dans leur manière de régler tout ça. Je trouvais que c'était un petit peu trop, et j'étais quand même surprise parce que dans tous les autres tomes, j'avais l'impression qu'on allait vraiment au but assez rapidement. Oui, il y avait ce désir parfois là, de communication, de réconciliation, ça fait quand même partie de cette série-là, là, la communication, à quel point elle est importante, et il y a un apprentissage autour de ça aussi dans les relations amicales, dans les relations amoureuses, mais là, je trouvais qu'on en beurrait pas mal épais et qu'il se passait rien pendant ces moments-là. Éventuellement, on est parti dans l'action, on a continué avec cette action-là. Forcément, il y allait avoir des scènes de guerre, tu sais. Il y a quand même un enjeu avec les royaumes, puis le 4e tome pouvait pas éviter cette scène-là, donc je savais que ça s'en venait. C'est pas des scènes que j'aime vraiment beaucoup dans la vie, mais ça, c'est à moi, mais je sais que ça existe dans toutes les séries parce que c'est nécessaire lorsqu'il y a des guerres de royaumes et tout ça. Donc, on s'en allait là, mais ça a pris quand même un certain temps. Il y a encore eu beaucoup d'autres péripéties, puis je trouvais ça intéressant. Il y a eu aussi des pertes, et ça fait mal. J'ai trouvé que, malgré tout, la princesse, à certaines reprises, était un petit peu immature dans sa peine, mais bon, on peut encore la pardonner parce que elle a l'âge qu'elle a, elle peut pas être parfaite, mais tu sais, dans le sens que lorsqu'il y a des pertes, il y a des autres personnes aussi qui ont de la peine, puis j'avais l'impression que c'était très égocentrique à certains moments. J'avais l'impression qu'elle était rendue plus loin que ça, mais c'est pas grave. Et en fait, l'autre petite chose qui m'a titillée, je vais dire que c'est à propos d'un peuple qui est mis de l'avant dans le 4e tome. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça aille là, et l'idée de ce peuple-là me dérange pas, mais leur historique, ça, on dirait que j'étais pas prête à ce que ça aille là, et je trouvais ça un peu malaisant. Je pense pas que c'était nécessaire d'avoir cette histoire-là. Puis après, lorsque eux donnaient de l'information à nos protagonistes, les protagonistes étaient toujours sceptiques, alors que dans le 3e tome, il y avait un autre peuple avec qui il avait parlé et il avait donné des informations sur un sujet similaire, puis ils avaient cru de facto, puis là, dans ce tome-là, que pour ce peuple-là, spécifiquement, il les croit pas aux premiers abords. Je trouvais que ça faisait un peu l'histoire du Québec et ou du Canada même, là. Puis ça me titille un peu. Je pensais vraiment qu'on n'avait pas nécessairement besoin d'aller là et j'aimais pas trop l'angle que ça donnait. Et après ça, ben, ça donnait un peu comme le sentiment que les protagonistes allaient les libérer. Ça faisait un peu white savior. Donc ça a été une portion que j'ai un petit peu moins appréciée. Malgré tout, je veux vous dire que c'est une super série. C'est une série qui se lit tellement bien, agréable,
divertissantes, des personnages, ma foi, qui ont une évolution incroyable. C'est une série chouchou pour moi, même si le 4e tome m'a un peu moins plu. Ça arrive, ces choses-là, mais c'est vraiment une série que je recommanderais haut la main. Ça se dit, ça? J'ai lu le 1er tome de la duologie Les Élus, premier tome qui se nomme L'Embrasement, duologie écrite par Marie-Jeanne Rioux. En fait, on va suivre 4 jeunes qui sont des élus, qui ont des pouvoirs associés aux éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air. Ils vont être littéralement arrachés de leur univers humain pour être formés, pour travailler ensemble et vaincre un grand mage noir. Donc, on va suivre plus particulièrement la protagoniste Gabriella. On va avoir aussi d'autres points de vue à certains moments, mais majoritairement, on suit cet élu qui est l'élu du feu. Donc, de son point de vue, on va aussi rencontrer les 4 élus et on va voir s'ils vont arriver à détruire ce grand mage noir. C'est un univers de fantasy assez young adult / jeunesse. Je vous dirais que j'ai un petit peu de la misère à le catégoriser dans ma tête parce qu'il y a certains éléments pour moi qui sont plus du jeunesse, mais il y en a d'autres qui sont plus adulte, entre autres la romance, elle va quand même assez rapidement, elle est pas graphique, donc ça me fait pas nécessairement penser que c'est adulte, mais c'est quand même plus rapide et plus intense que ce que je suis habituée de lire en young adult, mais il y a d'autres éléments comme les actions, ça me sonne un petit peu plus jeunesse parce que ça va vraiment très rapidement. Donc, si je commence à vous parler un petit peu de mon appréciation de ce premier tome, au début, j'ai eu un petit peu la misère à embarquer. Tout va très très vite. On suit les élus qui sont littéralement arrachés à leur vie humaine. Il y a très peu de réponses. C'est fait un peu comme ça. Les instructeurs veulent pas leur donner trop d'informations au cas où que ça se passerait mal. Puis s'ils se font torturer, etc., ben, s'ils n'ont pas l'information, ils peuvent pas la donner par mégarde ou parce qu'ils sont plus capables de se taire parce que la torture et tout ça. Donc, je comprenais le pourquoi, mais en même temps, ça faisait vraiment en sorte que nos personnages étaient arrachés à une vie qu'on connaît dans un univers qu'on ne connaît pas du tout et dont on avait vraiment très peu d'informations / presque pas, tu sais. C'est vraiment des miettes d'informations. Donc, le début me semblait un petit peu plus difficile à aborder. Ça a pris plusieurs chapitres parce que je me suis rendu compte aussi qu'on rentrait directement dans leur formation en tant qu'élu. Donc, c'est pas nécessairement des actions super palpitantes que de découvrir ses pouvoirs. Et ça allait mener vers la guerre, qui est pas nécessairement un autre élément qui me plaît beaucoup dans ces univers-là. Je sais que ça fait beaucoup d'éléments qui me plaisent pas nécessairement, mais je sais, je suis quelque peu difficile dans la fantasy. J'ai pas tout à fait trouvé ce que j'aime, mais je sais ce que j'aime moins. Hein? Donc c'est ça pour le début. Éventuellement, il y a une romance qui commence. Et ça m'a donné un deuxième souffle. J'ai beaucoup aimé la romance. Je trouve que c'était bien écrit. J'ai été surprise à quel point c'était vite et passionnel. Je peux comprendre pourquoi. Je trouvais pas que ça clashait nécessairement, mais c'était comme un aspect qui me bouleversait un petit peu parce que le début était très très vite en termes d'action, même plus vite que du young adult. On se posait pas, c'était plein de choses qui se passaient sans nécessairement de construction du monde et d'explication. Puis là, la romance, c'était comme plus dans le côté adulte. C'était pas graphique, comme je disais, mais c'était intense pour une romance entre, tu sais, 2 personnes début de la vingtaine. Là. Dans ma tête, c'était plus chaste et plus lent que ça. Mais bon, hein, qu'est-ce que j'en sais de ça? Donc c'est ça, une fois que la romance est arrivée, ça a été un petit peu plus facile pour moi de parcourir le reste du roman. Il y a différentes choses qui sont arrivées qui étaient prévisibles, entre autres pour la romance. Je n'étais pas nécessairement surprise de certaines choses qui ont été
annoncé ou qui était soulevé, on sentait poindre des petites complications. J'ai été quand même assez surprise que on se rende jusqu'où est-ce qu'on s'est rendu à la fin du premier tome. Je pensais qu'on allait vivre cette grande scène plus à la fin du deuxième. Et malgré tout, je suis encore une fois très surprise de la fin du premier tome. Je ne pensais pas que ça allait se rendre là. Donc, ça me donne vraiment envie de découvrir le deuxième et dernier tome de la duologie. Je pense pas être particulièrement le public cible pour ce livre-là. Je pense que si j'avais eu 15 années de plus, je l'aurais peut-être davantage apprécié. Aujourd'hui, j'aime malgré tout que ça prenne un peu plus son temps lorsqu'on est dans un univers fantastique. Je sais, c'est tellement étrange que je dise ça. Moi, j'ai toute l'impression que c'est l'inverse, que je suis comme « Ah, ça passe trop son temps ». Mais là, ça allait un peu trop vite pour moi, d'où l'aspect peut-être plus jeunesse que je pourrais voir à l'intérieur de ce livre-là. Donc, une bonne appréciation quand même. J'ai apprécié le moment que j'ai passé avec ce livre-là. Si ce livre-là vous intéresse, sachez que c'est plutôt là, du young adult / jeunesse que de l'adulte. Ça, c'est aussi mon erreur parce que je m'informe pas beaucoup ou pas vraiment sur les livres que je lis. Donc, ces choses-là peuvent m'arriver parce que j'ai une conception de ce que je vais lire et elle est parfois fausse. Je veux pas nécessairement d'attente nommée dans ma tête que j'allais lire de l'adulte, mais j'avais l'impression que ça allait prendre plus son temps. J'ai d'ailleurs été surprise de la grosseur. Je le trouvais petit par rapport à ce que je m'attendais de ce livre-là. Donc voici ma critique pour le premier tome de la duologie Les Élus. Par la suite, Sophie Bienvenue a publié un livre au mois de septembre. Ça faisait longtemps que j'attendais un nouveau roman de cette autrice-là. Donc, je ne me suis pas retenue, je suis allée l'acheter immédiatement. Et une fois que je l'avais en main, j'avais juste le goût de le lire maintenant. Donc, je l'ai lu. J'ai lu J'étais un héros de Sophie Bienvenue, qui est sa toute dernière parution, 2022, frais, 160 nouvelles pages de cette autrice. En fait, on va suivre Yvan, qui vient d'apprendre une nouvelle vraiment très bouleversante et on se rend compte que la vie d'Yvan depuis plusieurs années, c'est une suite d'échecs. C'est des situations qui ont repoussé des personnes importantes dans sa vie. Il est plutôt seul, très malheureux, ça va pas bien, sa santé non plus. Donc là, il est à se croiser des chemins qui n'est peut-être pas nécessairement un croisé, mais plus comme un chemin qui se termine. Et il est comme en train de réaliser tout ça, un petit peu de remords, un petit peu d'introspection, mais en même temps, il est pris dans ses carcans habituels, dans ce qu'il fait depuis des années, dans ses mécanismes d'évasion et de non-responsabilité. Donc, on va suivre Yvan au travers de ce roman-là. Je pense que comme tous les livres de Sophie Bienvenue, c'est tout le temps hyper touchant, hyper chargé. Ça commence, puis on est vraiment pris dans l'histoire d'Yvan. On a beaucoup de compassion pour lui. On le suit pas à pas, on est dans ses pensées. Donc forcément, on est de son bord, même si on voit bien que son bord, c'est pas le plus glorieux. J'ai trouvé, malgré tout, que ce livre-là était très axé sur quelque chose de triste, de lourd. J'avais un peu envie d'avoir un peu de légèreté ou qu'il y ait une alternance entre douleur et douceur. Mais là, j'avais l'impression qu'on était tout le temps dans la douleur. Et en regardant le quatrième de couverture après ça, la quatrième de couverture après ça, il y a comme une séparation de moments de ce qui aurait pu lui arriver dans le meilleur et le pire des cas. Donc, on fait comme du back and forth, aller-retour, modification des événements. Il y a certaines scènes qui reviennent, mais un petit peu modifiées. Mais j'ai été un petit peu confuse dans cette déconstruction et dans ces deux voies-là. J'aurais aimé peut-être plus d'indications. Je pense que ça m'aurait facilité à comprendre on était dans quelle voie, est-ce qu'on était dans le meilleur possible ou dans le pire. Je vous avouerai qu'il y a eu une petite confusion pour moi là, au travers de tout ça. C'est une histoire qui parle de la relation d'un père, particulièrement avec sa fille. Donc, J'étais un héros, c'est la manière qu'ils se voyaient au début de leur relation, puis éventuellement
Ben, il y a eu comme un dépérissement de sa personne et il a déçu sa fille à maintes et maintes reprises. Donc, c'est intéressant de voir comment sa fille, des années plus tard, voit cette situation-là, puis qu'est-ce qu'elle a sur le cœur, comment elle s'en est sortie, qu'est-ce qui s'est passé avec elle, puis lui, aujourd'hui, comment il reçoit ça, avec un diagnostic très peu favorable à sa cause. Donc, c'est quand même un ouvrage psychologiquement important, intéressant. Je pense pas nécessairement que c'est mon préféré de Sophie Bienvenue pour ces deux petits éléments-là qui m'ont un peu chicoté. On est déjà rendu à la dernière lecture du mois de septembre. Je sais qu'il y en a pas beaucoup, mais en fait, j'ai quand même lu beaucoup au mois de septembre, sauf que il y avait des premiers romans. J'ai déjà fait une vidéo sur les premiers romans. Il y avait la littérature enfantine. J'ai fait un live avec Sylvain Desmentiers sur ces lectures-là. Puis j'ai fait une relecture, donc je vous ai fait une vidéo comparaison livre et adaptation cinématographique, ce qui ne reste que quelques petites lectures dont je vous avais pas parlé au mois de septembre. J'avais peut-être mal calculé mes affaires, mais je pensais lire plus d'autres livres et je n'ai pas eu le temps de tout lire ce que j'avais prévu. Donc, c'est pour ça que cette vidéo-là, ben, elle est pas si courte que ça, mais il n'y a pas tant d'ouvrages dont je vous parle. Donc, le dernier, par contre, c'est un début de série. C'est la série Les Horis, une série écrite par Emily White. Et celui-là, c'est le premier tome, La maîtresse des éléments. Là, je me rends compte, un petit peu comme je vous disais là, pour le livre juste avant, que ça, c'est le genre de livre que j'aurais dû lire immédiatement lorsque je l'ai acheté. Ça aurait sûrement eu un meilleur succès parce qu'aujourd'hui, on dirait que je suis rendue à un autre espace dans ma vie. Le young adult, c'est plus ou moins ce qui me plaît. Ben, young adult / jeunesse. Donc, c'est pour ça que ça fait pas des super bonnes critiques positives de ces livres-là. Donc, la maîtresse des éléments, on suit Ella. Ella qui a été enfermée depuis 10 ans. On ne sait pas pourquoi. On a vraiment très peu d'informations. Et là, un beau jour, elle va être capable de s'échapper. Mais ça va devenir un petit peu comme une course contre la montre parce que ben, les gens vont vouloir la récupérer et elle a comme acquis un statut vraiment important et dangereux pour ses ennemis. Donc, elle est l'ennemi numéro 1 de l'ennemi. Elle est celle qui pourrait tout changer, qui pourrait tout faire débalancer, qui pourrait peut-être possiblement ramener la paix suite à une guerre, etc. Donc, c'est ça qu'on va suivre dans le premier tome de la série Les Horis. C'est un univers que je qualifierais mélange un petit peu de science-fiction, fantasy. On est dans des vaisseaux au départ. On n'a pas beaucoup d'informations sur l'univers. Il y a comme deux types d'univers en plus, donc c'est un petit peu mélangeant. Je vous dirais que l'univers principal, là où on la suit, là où elle se sauve, semble plus science-fiction, mais elle va apprendre un petit peu de choses sur les Horis, qui semble être un univers plus fantastique. Donc moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'est qu'il y a comme deux univers dont on ne connaît rien, qui n'ont pas les mêmes règles, qui ne fonctionnent pas de la même façon que notre univers à nous. Donc, il y avait définitivement pas assez d'explications, de descriptions. Je comprenais pas où est-ce qu'on était au départ, puis l'autre univers aussi nous est secret. L'autre univers, elle ne le connaît pas non plus. Puis même le premier, parce qu'elle a été enfermée pendant 10 ans. Donc, c'est comme beaucoup de choses très complexes qui ne nous sont ni simplifiées ni expliquées. Ça rend le tout difficile à s'embarquer dans l'histoire, puis à vraiment suivre tout ce qui se passe parce qu'on comprend pas grand-chose du monde extérieur. Je dois vous avouer aussi que les noms utilisés pour certains peuples ou pour certaines personnes, je trouvais pas que c'était des mots, des noms très fluides dans les lettres utilisées. Ça manquait un petit peu de consonnes fortes. C'était comme des tout mous, les Mahmouds. Je pense qu'il y a un peuple qui s'appelle de même. Le personnage s'appelle Mayor Groof. Comme c'est pas des trucs qui sont faciles à lire ou qui sont fluides. Je sais pas, j'avais pas nécessairement d'attrait particulier envers les noms de certains peuples ou certaines personnes. Je pense qu'il aurait pu être modifié pour que ça soit plus
intéressant, plus attirant. J'ai trouvé que le début ressemblait un petit peu à la série Shatter Me de Tahereh Mafi, d'où le fait qu'elle est enfermée, puis ben, qu'elle sort là, de son état d'enfermement. Par la suite, ça va quand même dans des directions opposées, mais au départ, puis avec les pouvoirs aussi qu'elle a, on dirait que je voyais quelques petits parallèles. Un autre aspect que petit peu nuit à mon appréciation de cette lecture-là, c'est la protagoniste, Ella. C'est pas un personnage que j'ai apprécié nécessairement, qui est aimable. On pourrait peut-être l'expliquer parce que ça fait 10 ans qu'elle n'est pas avec des individus, donc elle a beaucoup d'appréhension, elle doute beaucoup, elle a peut-être pas d'idée de comment les conventions sociales fonctionnent, mais même dans ses interactions, même avec les gens qu'on est censé aimer ou qu'elle aime, j'avais de la misère à comprendre pourquoi elle les aimait, pourquoi c'était si rapide ou pourquoi ça ne l'était pas, pourquoi pour certaines personnes elle avait des doutes puis d'autres elle en avait pas. Tu sais, ça faisait un petit peu le tour de tout ça qui est pas assez expliqué, pas assez développé. Donc, j'avais pas d'intérêt particulier pour la survie de la protagoniste, pour la suivre, pour ses interactions, pour ses connexions avec les gens. Donc tout ça était très fade pour moi, l'univers, les personnages, l'histoire. C'est une histoire que je qualifierais quand même assez jeunesse, même peut-être plus que young adult, dans la vitesse des actions, dans comment ça se déroule, dans une certaine simplification de l'univers malgré qu'il semble être très complexe. Il y a un élément qui m'a surpris, la fin. Il y a quelque chose qui se passe, un revirement de situation que j'avais pas nécessairement vu aller. Je trouve pas nécessairement hyper prévisible, dans le sens que si j'avais été un petit peu alerte, si j'avais été plus investie, j'aurais pu me dire « Ah, il y a cette possibilité-là ». Donc, il y a une certaine prévisibilité à mon avis, c'est juste que moi, j'avais pas tant l'œil aiguisé dans ce moment-là parce que ça m'importait peu. Qu'est-ce que je pense de la suite? Je vous dirais que pour l'instant, j'ai pas tant envie de continuer la série. Je semble comprendre que je ne suis pas le public cible de cet ouvrage-là. J'ai l'impression que ça va pas nécessairement changer dans le deuxième tome, que les éléments qui ne m'ont pas plu dans le premier vont possiblement être les mêmes dans le deuxième parce qu'ils appartiennent à cette tranche d'âge-là et à comment la série elle est construite. Donc malheureusement, c'était pas une lecture ultra pénible, mais j'attends définitivement quelque chose qui va me renverser et ça n'arrive pas pour le moment. C'est pas encore arrivé. Ça fait une couple de temps là, que je l'attends, ce moment-là, qui n'arrive pas. Donc malheureusement, une fin de septembre un petit peu tristounette de ce côté-là. J'espère que les lectures d'octobre vont plus m'enflammer, que je vais les aimer davantage. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi à 9 h. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.